Qu'est-ce qui bloque à l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce qui bloque dans cette vente de club? Pour comprendre tout ça, comme je vous ai dit en préambule de cette vidéo, il faut reprendre tout dans l'ordre. Déjà, il faut comprendre pourquoi l'OL vend, pourquoi l'OL est en vente. Il y a deux raisons principales qui expliquent que l'OL soit en vente. La première, c'est que Jean-Michel Aulas se fait un peu vieux et que donc Jean-Michel Aulas a l'intention, à moyen terme, de s'en aller. Ça, on le sait. Il cherche la passation de pouvoir. On avait un moment vu Tony Parker dans les tuyaux. On avait son fils qui avait été nommé éventuellement pour prendre la suite, etc., etc. Ça, c'est le premier constat. Aulas cherche à s'en aller, mais c'était pas dans l'urgence. Aulas, il n'est pas pressé de partir. La preuve, puisqu'il avait négocié avec John Textor 3 ans à la tête. Donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'âge de Jean-Michel Aulas qui a poussé l'OL à vendre. Ce qui a poussé l'OL à vendre, et ça il faut le comprendre tout de suite, et je vais vous montrer ce qui va se passer. Voici l'actionnariat d'OL Group. C'est important de voir, en fait tout part de là, L'actionnariat d'OL Group, aujourd'hui, l'actionnaire majoritaire, c'est Jean-Michel Aulas, à travers sa holding qui s'appelle Allnest. Allnest est détenu par la famille de Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, il détient 27% du capital, donc il est actionnaire majoritaire, mais pas majoritaire au niveau des votes. À côté de ça, vous avez deux partenaires, le partenaire historique qui est Pathé, et le partenaire qui est rentré il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est les Chinois de IDG. Ces trois entités représentent la grande majorité du capital, c'est donc eux qui prennent les décisions. Vous avez sur le marché 30% des actions qui sont publiques. Donc voilà, vous avez déjà, il faut comprendre à peu près comment fonctionne l'actionnariat de l'OL pour comprendre pourquoi on en est dans cette situation. Donc voilà, vous avez Jean-Michel Aulas, qui est donc ici, qui se retrouve, il y a quelques mois de cela, avec une demande de Pathé et de IDG de vendre. Ces deux entités, Pathé et IDG, ont fait appel au service d'une banque d'investissement qui s'appelle Rain Group pour vendre leur part. Donc l'idée, c'est que Pathé a besoin de capitaux parce que c'est la merde du côté du cinéma, et IDG veut s'en aller. Donc vous avez ces deux entités-là qui ont décidé qu'elles allaient se casser. Qui donc sont allés voir notre ami Jean-Michel Aulas en lui disant « Nous, on veut vendre ». Donc là, Jean-Michel Aulas, il a deux solutions. Soit il trouve quelqu'un pour racheter ces deux trucs-là, et il se retrouve avec 19 plus 19, ça fait 40 quasiment, du capital, et il est plus actionnaire majoritaire, donc il perd le contrôle de son club. Soit il se dit, bon écoutez, moi je dois me casser d'ici 3-4 ans, je vais essayer de tout vendre en même temps. Donc c'est à partir de ce moment-là que, sous la pression de ces deux éléments-là, on se retrouve avec ce Pathé-là, qui se met à la vente. Cette banque d'investissement, elle a plutôt fait comprendre à Jean-Michel Aulas qu'ils voulaient vendre vite, qu'ils avaient besoin de l'argent vite, et que donc ils mettaient la pression à Jean-Michel Aulas pour trouver un acheteur vite. Jean-Michel Aulas, idéalement, il aurait vendu dans quelques années, le temps de prendre son temps pour trouver des bons acheteurs. Mais Pathé et IDG ont dit, on veut se casser, on veut se casser. Donc si vous enlevez Pathé et IDG de l'équation, vous voyez bien qu'il reste ici 40% du capital dessus, et si vous rajoutez ici avec les 30% du public, vous arrivez à un 70%, et à 70%, on fait ce qu'on veut du club. Donc pour éviter que IDG et Pathé vendent à n'importe qui, et que donc n'importe qui prenne le contrôle du club, Jean-Michel Aulas a dit, et il y a probablement un pacte d'associés qui lui permet de faire ça, on va vendre ensemble, donc on va vendre tout le club. Donc c'est pour ça que les offres ont concerné l'intégralité du club et non pas uniquement les actions de Pathé, les actions d'IDG. Ça, soit c'est un pacte d'associés qui le définit, soit c'est un gentleman agreement au nom du bon vieux temps de pas vendre chacun dans son coin. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que John Textor rachète quasiment la totalité des actions de Allnest, donc je crois qu'il en reste 8% à la fin, à terme, ça devrait être converti, et John Textor, il rachète tout ça. Plus, il va chercher à racheter ça via une offre publique d'achat pour avoir une grande majorité du capital, plus les actions de Jean-Michel Aulas. Donc ça, c'est le plan de base. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette volonté de Pathé et IDG de vendre vite a mis la pression sur Jean-Michel Aulas, qui s'est retrouvé dans la merde, soit à devoir vendre vite, soit à voir Pathé et IDG avoir besoin de cash et vendre à n'importe qui. Et ça va être important pour la suite. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre de base sur pourquoi l'Olympique Lyonnais vend. L'Olympique Lyonnais vend parce que IDG et Pathé mettent la pression pour récupérer leur cash. Voilà pourquoi l'OL est en vente. Du coup, ensuite, vous avez plusieurs solutions. Vous avez plusieurs offres, vous avez pas mal de gens qui se sont présentés, c'est le jeu des enchères, et John Textor débarque avec une offre
mais pas juste une offre. Parce qu'une offre, à la limite, ça change rien. Si c'est 650, 850, ça change quelque chose pour Pathé, IDG et Olas, mais ça change pas grand-chose pour nous, supporters, ou pour la vie du club. Donc, John Textor arrive avec une offre qui déjà est très élevée, et en plus, cette offre, elle a des conditions qui sont accolées à cette offre. Ces conditions, et c'est ça qui va être important par la suite, c'est que John Textor arrive, fait une augmentation de capital de 86 millions, c'est-à-dire qu'il arrive, il rachète les parts du club et il injecte 86 millions pour augmenter le capital, plus dans le rachat, il y a 50 millions de désendettement immédiat, plus 3 ans pendant lesquels il laisse les rênes à Jean-Michel Aulas, en théorie. Et ça va être très important, en théorie, puisqu'on a entendu beaucoup de rumeurs derrière sur comment ça se passe. Voilà, donc en fait, le constat de base, c'est que John Textor, il a été choisi parce qu'il garantissait à l'OL de racheter tout en même temps, de laisser Aulas à la tête et surtout de faire des actions à court terme qui permettaient de remettre un peu de santé financière dans ce club. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en arrive à un OL qui est en vente, qui doit vendre, qui ne peut pas se permettre de prendre le temps d'avoir des offres pendant des années et se retrouve maqué avec John Textor. En mai, il y a cette période-là où on évalue les offres et on retient John Textor, on rentre en négociation exclusive avec John Textor, c'est-à-dire qu'à partir de là, tant que le club n'est pas vendu à John Textor ou qu'on n'a pas pris la décision de résilier la vente à John Textor, on ne peut pas voir d'autres acheteurs. Donc c'est ça le concept de négociation exclusive, on avait déjà expliqué lors de la dernière vidéo, c'est comme un compromis de vente, c'est-à-dire que vous finissez un compromis de vente, vous vous engagez à apporter les sous à telle date, et jusqu'à telle date, personne ne peut aller acheter le bien plutôt que vous. Donc c'est ça les négociations exclusives avec John Textor. Donc aujourd'hui l'OL n'est pas bloqué par John Textor, puisqu'on repousse la date de closing, l'OL a tous les droits aujourd'hui d'annuler la vente. Maintenant, pourquoi ça bloque ? C'est ça qui est important, de comprendre aussi pourquoi ça bloque. John Textor, c'est pas son argent. On l'a annoncé comme étant un milliardaire blindé de cash, un peu comme Frank McCourt, ou des fonds souverains ou quoi que ce soit. John Textor, ce n'est pas un milliardaire, en tout cas, il n'apporte pas son propre argent dans l'OL. John Textor détient une entreprise qui s'appelle Eagle Football, une entreprise qui représente ses intérêts dans le football, et cette entreprise Eagle Football détient les droits des clubs de Botafogo et de Molenbeek. Pas de Crystal Palace, et ça va être important après de comprendre pourquoi c'est ça qui bloque. John Textor finance l'achat de l'Olympique Lyonnais via des financiers, qui ne sont pas des fonds d'investissement, qui sont ses potes, mais c'est pas son argent. Donc grosso modo, ce qui est important là-dessus, c'est que ces gens-là, ils lui prêtent de l'argent, mais ils ont droit à des garanties. Et parmi ces garanties-là, ces gens-là ne prêtent pas de l'argent à John Textor. Ces gens-là prêtent de l'argent à Eagle Football, donc à la société, et donc s'assure que si jamais John Textor ne peut pas les rembourser, c'est eux qui récupèrent Eagle Football. Vous voyez l'idée derrière ça. Engage, c'est Eagle Football. Du coup, pourquoi ça bloque ? Ça bloque parce que les financiers de John Textor ne veulent prêter à John Textor que si Crystal Palace fait partie de Eagle Football. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? John Textor doit transférer les 40% qu'il a dans Crystal Palace, je crois que c'est 40%, dans Eagle Football. Donc il doit prendre les 40% chez lui et les emmener dans sa société qui lui appartient. Ça paraît tout con comme ça, sauf qu'il y a des gens à qui ça plaît pas trop. C'est-à-dire que les gens, pour qu'ils puissent faire ça, John Textor, il faut qu'il ait l'aval des actionnaires de Crystal Palace, parce qu'il n'est pas tout seul à Crystal Palace. Et donc pour avoir ça, c'est pas une autorisation de la Première Ligue, parce que la Première Ligue, elle vient juste ratifier un accord avec les actionnaires de Crystal Palace. Il faut que John Textor obtienne l'autorisation des autres actionnaires de Crystal Palace pour changer d'entité qui détient les droits. Ça doit être un pacte d'associés. En gros, quand vous changez la nature de qui détient le club, vous devez avoir l'accord des autres, c'est comme ça que ça marche. Et les mecs de Crystal Palace, ils n'ont pas envie que leur club serve de garantie à des prêteurs pour acheter un autre club. Ça les emmerde, donc ils bloquent. C'est ça qui bloque. C'est pas l'accord de la Première Ligue. L'accord de la Première Ligue, on s'en fout. C'est Romain Molina qui vous l'avait montré. Je vais vous le remontrer. Le papier de la Première Ligue, c'est des papiers de merde. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Regardez, ces 2 papiers à la con. Vous avez juste à envoyer une notice à dire bon, voilà, c'est bon, on a changé l'actionnariat. Tenez, à bientôt. Ce qui pose problème, c'est Crystal Palace. Ou alors, on ne sait pas. Peut-être c'est la Première Ligue. Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est un peu compliqué. Mais à la base de tout ça, c'est l'argent n'arrivera pas à John Textor tant que Crystal Palace n'appartiendra pas à Eagle Football. C'est comme ça, la condition sine qua non, c'est que les gens qui prêtent à John Textor, les gens qui prêtent à Eagle Football, donc qui prêtent à la société de John Textor, ne lui prêteront que si dans cette entreprise il y a 4 clubs et non pas 3.
c'est comme ça. Ils prêtent à Eagle Football, ils veulent avoir des garanties sur le plan sportif. Donc c'est plus un souci technique. C'est pas qu'un souci technique en réalité, parce qu'on a quand même un blocage du côté de Crystal Palace, un blocage du côté des actionnaires de Crystal Palace, qui soit ils veulent faire chier John Textor, soit ils veulent avoir des garanties en contrepartie. Ils jouent le jeu, hein. Eux ils sont pas pressés, ils en ont rien à foutre que John Textor rachète l'OL ou pas. C'est pas vraiment un bénéfice pour eux si Crystal Palace fait partie d'une nébuleuse avec l'OL, sachant que à terme c'est pas prévu que Crystal Palace soit le plus gros club des 4. Donc voilà, merci Julien pour l'abonnement. C'est un souci technique car Textor a menti, faute de en fait, tout ça est très laborieux, très compliqué, et on peut se demander quand même pourquoi ça prend autant de temps, et pourquoi à la base, John Textor, quand il a dû chercher les fonds, il n'a pas fait ça avant. C'est bien la preuve que c'est pas si facile pour John Textor d'obtenir l'argent, et qu'il est obligé de faire des concessions, parce que j'imagine que quand il a dû chercher ses financements, il s'est pas dit que il faut que j'aille récupérer l'actionnariat de Crystal Palace pour le mettre dans ma boîte et compagnie. Donc tout ça, c'est un montage financier, pas au sens mauvais du terme, mais en gros, c'est que pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que pour avoir les sous, il faut que Crystal Palace fasse partie de la société de John Textor, et à l'heure actuelle, Crystal Palace fait partie de John Textor tout court en tant que personne. Alors il n'est pas actionnaire majoritaire, je crois qu'il a 40%, mais c'est là que ça bloque. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, vous avez l'Olympique Lyonnais qui a communiqué ces 2 derniers jours. Je vais vous montrer les communiqués, on va les lire ensemble. Vous avez le communiqué de la semaine dernière et le communiqué de il y a un jour. Donc, ce qui est important dans ces communiqués-là, je ne vais pas pouvoir vous zoomer dessus outre mesure. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans le premier truc, la réalisation de l'apport de la participation dans le club de Crystal Palace a été retardée car elle est soumise à l'accord des autorités footballistiques britanniques. Ces autorités ont reçu l'accord de Crystal Palace et ses actionnaires. Ça, c'est pas ce qui est dit après. Hein. À ce jour, l'accord de Crystal Palace et de ses actionnaires n'a pas encore été obtenu. Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et nous pensons être en bonne voie pour trouver un accord les prochains jours. Donc ce que dit ce communiqué-là, ça c'est John Textor qui le dit le 2 décembre, c'est qu'il n'y a pas d'accord des actionnaires de Crystal Palace. Les actionnaires de Crystal Palace ne sont pas d'accord pour que John Textor transfère les 40% qu'il détient de Crystal Palace dans Eagle Football. Donc c'est ça qui bloque. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui bloque. C'est la dernière condition à satisfaire au titre financement Eagle Football et ses investisseurs. C'est la dernière condition, mais c'est une condition qui est hyper importante parce que si John Textor n'arrive pas à obtenir l'accord des actionnaires de Crystal Palace, il est baisé. Il ne peut pas avoir ses sous. Et s'il ne peut pas avoir ses sous, il ne peut pas racheter l'OL. Et là, c'est la merde. Donc c'est ça le problème. Donc ça c'était le 2 décembre, donc je crois que c'était vendredi le 2 si je dis pas de bêtises. C'était absolument pas, si c'était vendredi. C'était vendredi. Donc voilà, donc maintenant on en arrive à ce communiqué là. C'était censé être réglé rapidement, ce n'est pas réglé rapidement. Arrive donc le communiqué de hier qui nous dit blablabla, l'OL Group rappelle, bon ça on s'en bat les couilles. La réalisation de ces opérations a subi plusieurs reports. Voilà. Eagle Football a informé à ce jour les vendeurs que des progrès avaient été faits pour obtenir l'accord de toutes les parties. En ce compris l'accord de la Première Ligue, on s'en fout de la Première Ligue dans l'histoire, hein, pour procéder aux opérations et à leur financement, mais qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire. Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les vendeurs All Group considéraient un ultime délai, au 7 décembre, pour trouver un accord final, inconditionnel et financier avec l'ensemble des parties, accord sur la base duquel la mécanique de closing pourra être engagée. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on engage le closing. Et c'est là que ça devient intéressant. Passé ce dernier délai, les vendeurs et OL Group ne pourront que constater qu'il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football pour réaliser des opérations qu'Eagle s'est obligé à réaliser de manière inconditionnelle au terme des contrats signés en date du 7 juillet. Donc ça veut dire que on en a ras le cul de te donner des délais supplémentaires, et si on t'en donne encore, ça veut dire que tu fous rien et que tu respectes pas le contrat que tu as signé pendant l'été. OL Group va également considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles au cas où les opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées. Ça, c'est très important parce qu'on est sur un gros coup de pression à John Textor. Là. Est-ce que c'est du bluff? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ça sous-entend que si c'est pas réglé mercredi, l'OL en aura ras le cul et lui dira d'aller se faire foutre et que l'OL est déjà en train de chercher des solutions de financement. Donc ça... c'est un coup de pression de l'OL. Maintenant, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Ça, on va expliquer pourquoi c'est crédible ou non. Le problème de fond, c'est que si ça traîne depuis maintenant plus d'un mois, est-ce que 48 heures suffiront à finir ce deal-là ou à obtenir l'accord de Crystal Palace? On ne sait pas. Crystal Palace, les actionnaires de Crystal Palace, ils n'ont aucun intérêt
à ce que leur 40% de leur club se retrouve dans une boîte qui détient d'autres clubs. Ils n'ont aucun intérêt, Crystal Palace, à ce que leur club serve de caution à l'achat d'un autre club. Parce que si demain, John Textor ne peut pas rembourser, et que son entreprise est obligée de revendre ses actifs et les participations qu'il a dans les clubs, Crystal Palace, au lieu de se retrouver avec John Textor à 40%, il se retrouve avec une espèce de fonds d'investissement à 40%, qui est probablement plus difficile à maîtriser financièrement qu'un John Textor tout seul dans son coin qui a besoin de thunes. Donc Crystal Palace n'a absolument aucun intérêt, les actionnaires de Crystal Palace n'ont aucun intérêt à dire oui à John Textor. Alors, s'ils disent oui, c'est qu'il y aura des contreparties, il y aura probablement des supports, des contreparties financières, des engagements qui seront tenus ou non par John Textor. Mais tout ça montre une chose, c'est que la confiance ne règne pas forcément entre John Textor et les autres actionnaires des clubs qu'il détient. Et ça, c'est problématique peut-être pour l'avenir. Donc voilà. Maintenant, pourquoi... comment dire ? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? La réaction classique qu'on pourrait avoir, c'est de se dire « Oh, bah, il y en a marre de Textor, il a qu'à se faire foutre. » Sauf que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune des deux parties n'a intérêt à ce que le deal ne se fasse pas. Pourquoi ? Parce que John Textor, si le deal ne se fait pas, ça met un coup de frein à son projet de nébuleuse de club de foot. Il avait essayé de racheter Benfica, il s'est planté. S'il essaye de racheter l'OL et qu'il se plante encore, il va avoir de sérieux problèmes pour réussir à racheter d'autres clubs derrière. Donc son espèce de projet de nébuleuse de club européen va tomber à l'eau. Donc John Textor, il a tout intérêt à ce que son deal aille au bout. Sinon son projet va pas au bout de ce qu'il doit être et il passe pour un con. Et passer pour un con quand on rachète des clubs, c'est pas ouf pour les autres clubs qu'on voudra racheter par la suite. Donc John Textor n'a aucun intérêt à ne pas réaliser ce deal. Maintenant, pourquoi l'Olympique Lyonnais a absolument intérêt à ce que ce deal se fasse ? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect financier. L'aspect sportif, je ne vais pas vous dire qu'ils s'en foutent, mais ils s'en foutent un petit peu quand même. Pourquoi l'OL financièrement a intérêt à ce que ce deal se fasse et pourquoi ils vont continuer à faire des reports jusqu'à ce qu'ils soient sûrs et certains que John Textor ne pourra pas racheter le club ? Pourquoi ? Parce que si le deal ne se fait pas, j'en vois beaucoup sur Twitter qui me disent « Eh ben, on n'a qu'à pas faire le deal et proposer le club à d'autres gens et puis tout ira bien, c'est pas grave, il sera juste racheté moins cher, nous on s'en fout. » C'est vrai que dans l'absolu, que l'OL soit racheté 800 millions ou 400 millions, pour les Lyonnais, pour les supporters lyonnais, on s'en bat les couilles, c'est pas notre argent. Ça va juste faire chier Pathé, IDG et Aulas. Sauf que, si l'OL n'est pas vendu demain, si l'OL décide, pour une raison X ou Y, d'arrêter les frais avec John Textor, qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous avez le cours de la bourse qui va s'écrouler parce que les gens n'auront plus confiance en Jean-Michel Aulas pour vendre le club, donc ils auront plus confiance en le club, donc vous avez la valeur boursière du club qui va chuter. Donc au lieu d'avoir Pathé IDG qui vendent à une somme X, ils vont vendre à une somme X divisée par 2. Alors on va exagérer un petit peu, ce ne sera pas divisé par 2, mais vous avez compris. Du coup, Pathé IDG, qui se disait c'est bon, on a vendu, là ils vont aller voir tonton Aulas, ils vont lui dire bon, mon ami Jean-Michel, soit tu vends très très vite, soit nous on vend à n'importe qui. Et ce qui se passe, c'est que si jamais Pathé et IDG décident de se désolidariser de Aulas et se disent nous on veut notre cash, on vend maintenant tout de suite et on en a rien à foutre de toi, vous vous retrouvez probablement avec un fonds d'investissement, un truc un peu toxique, qui prend le contrôle du club en dépit de Jean-Michel Aulas. Vous avez un club qui va plus pouvoir fonctionner parce que vous aurez 40% du capital, voire plus du côté d'un fonds d'investissement peut-être toxique, qui n'aura pas de garantie à produire, etc. etc. Là où quand même Jean-Michel Aulas fait son taf pour que Textor ne prenne pas le club si c'est un poison. Donc vous avez une situation où l'OL va perdre de sa valeur boursière, donc sera vendu moins cher, donc sera vendu dans l'urgence parce que Pathé IDG vont vouloir recouper leurs pertes, et en plus vous n'aurez pas les conditions qu'a instauré John Textor, qui est le désendettement à hauteur de 50 millions d'euros plus l'augmentation de capital. C'est-à-dire que cette augmentation de capital, ça devait normalement donner un mercato d'hiver à 40 millions. Cette augmentation de capital, elle devait aussi servir à renforcer les infrastructures et le désendettement à rendre la vie plus simple pour le club sur le long terme. Si l'OL ne vend pas à Textor, il va pas pouvoir vendre selon ses conditions, il va devoir vendre vite. Donc il va pas pouvoir vendre à des mecs, il va peut-être vendre à des mecs qui vont payer sur plusieurs années. Ils vont peut-être devoir vendre à des mecs qui vont pas du tout augmenter la valeur du capital. Ça se trouve, c'est des mecs qui vont démanteler le club. Ça se trouve, imaginons, alors ça n'arrivera jamais, ils vont vendre à un mec qui va décider de péter le stade pour faire un projet immobilier. Enfin, c'est pas possible en vrai, ça c'est pas possible. Mais vous voyez, on peut se retrouver avec des gens qui n'en ont rien à foutre de l'Olympique Lyonnais, qui sont juste intéressés par le parc immobilier et la zone d'activité, et dont le sportif sera le cadet de leurs soucis, et peut-être que leur seul objectif ce sera de rester en Ligue 1 et de faire 10e au rabais avec des joueurs du centre de formation et basta. Donc vous avez quand même un enjeu qui est que si jamais l'OL ne vend pas à John Textor, ça va être très compliqué de retrouver un acheteur qui ne sera pas un pimpin.
Donc ça, c'est très très compliqué. Une sorte de colline capitale, exactement. Ou un GACP, ou tous ces trucs-là un peu toxiques qui sont arrivés à droite à gauche. Donc John Textor, c'est pas la folie, on est d'accord. De l'homme qui pesait 3 milliards, on se retrouve quand même avec un mec qui ratisse à droite à gauche pour récupérer du pognon et qui n'a pas l'air très très fiable, sauf que c'est probablement beaucoup moins toxique que si Pathé IDG, via leur banque d'investissement Rain Group, décide de vendre à n'importe quel pimpin juste pour récupérer leur cash. Donc ça, c'est très très important de bien comprendre que l'OL n'a pas du tout intérêt à ce que la vente ne se fasse pas. Donc vous avez quand même deux entités, John Textor d'un côté et l'OL de l'autre, qui ont vraiment tout intérêt à ce que la vente se fasse, parce que comme l'a dit Romain Molina dans son thread d'aujourd'hui, que je vous invite à lire, tout le monde veut son cash et très vite. Donc ça, c'est très important de comprendre que si ça ne se fait pas, c'est la cata. Hein. C'est la cata. Maintenant, pourquoi si ça se fait, c'est pas forcément bien non plus. Parce que si ça se fait, John Textor, il a galéré pour avoir le pognon. Il a dû donner un certain nombre de garanties, donc il est fort probable que John Textor ait emprunté plusieurs centaines de millions à des taux d'intérêt qui sont assez chaotiques, et que donc John Textor, il va devoir rembourser. Et donc il va devoir rembourser, il va pas rembourser de sa poche, il va rembourser avec le club. Donc moi, je pense que John Textor fait un pari sur l'Olympique Lyonnais où il se dit je l'achète aujourd'hui à 650, 700, je sais plus exactement, pour le revendre 1,2 million dans 10, 15 ans quand il y aura une Super League, blablabla, bla bla, on joue de la flûte. Mais il va falloir qu'il rembourse. Donc même si John Textor prend le contrôle du club, il n'y aura pas une injection de cash monumentale, il n'y aura pas une ambition démesurée, il sera quand même dans un contrôle des finances. Donc quoi qu'il arrive, c'est la merde. Voilà, c'est la merde. À moins que John Textor soit un peu kamikaze et qu'il se dise que pour rendre le club rentable, il va falloir qu'il investisse à mort. Effectivement, c'est ce que tu dis, Najwa. Mais voilà. Donc, en fait, on a trois solutions. C'est toujours les trois mêmes que la dernière fois. Soit, demain, là, mercredi, enfin après-demain, soit John Textor a trouvé l'autorisation des actionnaires de Crystal Palace. La Première Ligue a ratifié cet accord-là. Et la vente peut se faire. C'est une pyramide. Hein. John Textor obtient l'accord des actionnaires. Il transmet le papier à la Première Ligue pour lui dire c'est bon, on a un accord. La Première Ligue dit ok. Ses potes là qui doivent lui prêter du pognon lui donnent le pognon. Il arrive dans le bureau de Jean-Michel Aulas avec les valises pleines de cash. Il pose les valises et il dit Jean-Michel, casse-toi. Ça, c'est le entre guillemets best case scénario qui est que tout va bien et John Textor rachète le club. Alors après, il y a d'autres emmerdes qui arrivent, hein, celle qu'on vient d'expliquer. La deuxième probabilité, qui à mon sens, hein, au doigt mouillé, encore une fois, hein, j'ai aucune info, je vous rappelle, c'est qu'il y a un nouveau report. Et que le coup de bluff de l'OL est un coup de bluff, le coup de pression de l'OL est un coup de bluff, que l'OL ne va pas résilier, parce que l'OL n'a aucun intérêt à résilier cette vente tant que c'est pas totalement la catastrophe. Et que donc, arrivé mercredi, on aura encore un « oh bon, en fait, on continue ». C'est une possibilité, hein, que ce soit juste un coup de pression, et qu'on continue à attendre. Et la troisième possibilité, à laquelle je ne crois pas beaucoup, hein, mais qui est possible vraiment, c'est que l'OL décide mercredi d'arrêter les frais, de résilier l'accord de vente avec John Textor, et on repart à zéro, et on repart sur le marché à chercher des acheteurs. Et à ce moment-là, ça risque d'être très chaotique, et à ce moment-là, je peux vous garantir que si c'est ça qui se produit, le mercato d'hiver, vous pouvez oublier votre défenseur central, et vous pouvez oublier votre milieu défensif, parce que l'OL va être extrêmement, extrêmement austère. La saison de l'OL est quasiment saccagée, ça va être très, 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 très dur d'aller chercher même juste une Coupe d'Europe. Donc autant vous dire que si jamais l'OL n'est pas vendu à John Textor, on part pour une période d'austérité assez sale, jusqu'à ce que l'OL soit racheté. Et s'il est racheté, ce sera probablement par un fonds d'investissement qui ne sera pas très très folichon non plus niveau investissement. Donc voilà, on est dans une situation un petit peu chaotique, où je pense que ça panique un petit peu du côté de l'état-major de l'OL. Vous voyez bien qu'au niveau de la communication, c'est un petit peu n'importe quoi quand même. On a eu une date de closing au 17 novembre, on a attendu le 2 décembre pour communiquer, puis on a recommuniqué 3 jours derrière, alors qu'on disait que c'est bon, il suffit juste de l'accord des... On est un petit peu dans la communication de l'OL, sent un petit peu du cul, hein. Ça transpire un petit peu la panique. On va voir, de toute façon, on en aura théoriquement le cœur net mercredi, théoriquement, hein, puisque quand l'OL annonce qu'ils communiqueront dans la nuit, c'est 3 jours après. Donc voilà. Voilà à peu près comment ça fonctionne. L'idée qu'il faut garder de là, c'est que l'OL est coincé. L'OL ne peut pas se retirer de cette vente-là sans prendre des risques démesurés pour la suite, pour le futur. Donc ils sont obligés de rester accrochés à John Textor autant qu'ils peuvent, dans l'espoir que cette vente se fasse, car c'est ce qu'il y a de mieux pour les parties qui sont concernées. C'est ce qu'il y a de mieux pour Jean-Michel Aulas, qui récupère un sacré paquet de cash et qui reste à la tête du club. C'est ce qu'il y a de mieux pour Pathé et IDG, parce que jamais, au grand jamais, l'Olympique Lyonnais ne retrouvera une offre du montant de celle de John Textor.
Et c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour les supporters lyonnais en termes de sportifs. Si on prend le point de vue financier, c'est mieux pour les supporters lyonnais qui s'intéressent qu'aux sportifs qu'il y ait une injection de cash via l'augmentation de capital et un désendettement du club. Et c'est probablement mieux pour l'OL que l'OL fasse partie d'une espèce de nébuleuse dont il est le club phare qui va aller en Coupe d'Europe. Ça, c'est un projet qui, sur le papier, est pas si mauvais que ça. Plutôt que l'OL soit vendu à un GACP bis qui va être là pour faire du pognon, qui va mettre des pimpins et qui va démanteler le club, ou alors à des simili Glazers façon Manchester United. Donc voilà, il n'y a pas un monde où IDG et Pathé sont remplacés par deux autres actionnaires, ce qui en ferait à dollar. En fait, non. En tout cas, je ne pense pas, parce que IDG et Pathé sont alliés. IDG et Pathé vendent ensemble à travers la même banque d'investissement. Donc il est très fort probable que si jamais cette vente ne se fait pas, et que Pathé et IDG décident de vendre, ils vendent ensemble. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a intérêt à venir prendre 20% du capital de l'OL, ça n'a pas grand intérêt. Quel intérêt pour un actionnaire d'aller prendre 20% d'un club qui est gouverné par quelqu'un qui veut vendre et qui veut partir, alors que tu peux en prendre 40 et prendre le contrôle du club. Donc ça c'est compliqué. Voilà. Désolé, j'ai 31 ans, bientôt 32, je glousse à chaque fois que tu dis Pathé. C'est drôle le Pathé. Donc voilà, donc en fait tout tient à une seule chose, c'est la capacité de John Textor à convaincre les actionnaires de Crystal Palace de passer les 40% qu'il détient dans sa société. Tout tient à ça et à rien d'autre. C'est le petit domino qui va faire Domino Day. Sauf que ce domino-là, il veut pas tomber. Il veut pas tomber parce que les actionnaires de Crystal Palace ont l'air déterminés à ne pas laisser se faire cette chose-là. Donc voilà, tant que Crystal Palace n'acceptera pas, les prêteurs de John Textor n'accepteront pas de prêter l'argent, et l'argent n'arrivera pas sur la table de Jean-Michel Aulas. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, ce sera normalement la fin du segment YouTube, donc merci à vous si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, et puis on se retrouvera pour la suite des événements, probablement dans 2-3 jours, pour ceux qui sont sur YouTube. Pour le reste, on continue les gars, et puis si jamais vous voulez continuer, vous avez qu'à être sur Twitch les petits potes. Voilà, le lien de la chaîne Twitch, il est dans la description YouTube. Voilà, bisous, à bientôt pour les amis de YouTube.